fois encore, nous voilà devant le grand problème des valises d'affaires. Surtout, ne rien oublier. Du papier indispensable, nous a-t-on assuré, au réconfort des jours difficiles. De toutes les façons, nous amènerons beaucoup trop de choses. Oui, notre destination, c'est la Chine. La place Tiananmen se doit d'être notre première escale. Tiananmen, c'est la porte de la paix céleste. Elle fut construite au XVe siècle. C'est sur cette place que 24 empereurs promulguèrent leurs édits, et de là que Mao Tse-tung hissa le drapeau rouge. De chaque côté de son portrait, deux slogans. À gauche, longue vie au peuple de la République de Chine. Et à droite, longue vie au peuple uni du monde entier. Sur la place, le mausolée aux piliers de granit renferme le cercueil de cristal du grand timonier, qui proclama la République le 1er octobre 1949 devant plus de 500 000 Chinois et qui furent plus d'1 million pour porter le deuil en 1976. Badaling, au nord-ouest de Pékin, est un rendez-vous traditionnel que tout touriste se doit de ne pas manquer. Les gens s'y bousculent, se cherchent, se photographient, pavanent dans un brouhaha infernal. Car c'est là que vous pourrez admirer le plus célèbre monument de la Chine, fortement reconstitué, la Grande Muraille. Allez, il faut rentrer là. Allez. Qin Shi Huangdi, l'empereur, ordonna en 2114 avant Jésus-Christ la réunification en un seul rempart continu de tous les murs qui entouraient ces États. C'est la muraille de Chine. Reconstruite minutieusement par la dynastie Ming 1600 ans plus tard et jusqu'à aujourd'hui, la muraille fut considérée comme l'une des plus formidables réalisations de l'humanité. Autrefois, ce paysage était familier aux cavaliers nomades dans tout le nord de la Chine. Ils pouvaient longer le mur pendant des semaines sans arriver à la franchir. Seuls quelques auteurs leur permettaient, parfois, d'entrevoir ce qu'il y avait dedans. À l'origine, la largeur du mur permettait le passage de 5 cavaliers de front. Actuellement, une quinzaine de touristes les remplacent. Ce qui n'empêche pas à un Chirac d'opérette de célébrer un mariage très parisien sur un des grands monuments. Article 215. Le mari et femme. Le mariage. Merci beaucoup. Oh. Regardez la boîte, monsieur le maire. Figés dans la pierre, dignitaires et généraux suivis par des animaux familiers ou légendaires s'échelonnent sur 7 km le long de la voie des esprits conduisant au tombeau des Ming.
Après un déjeuner occidental à l'Holiday Inn de Pékin, nous irons visiter le Liyuan, le palais d'été. Un excellent petit déjeuner. Liyuan est la résidence des maîtres de la cité interdite de l'empereur Qing à l'impératrice Cixi, qui venait chercher ici durant les plus fortes chaleurs de l'été, le long du lac et dans ses collines et jardins, un peu de fraîcheur. Le lac Ming en occupe les 3/4 de la superficie. Tian, le temple du ciel, est le sommet de la perfection de l'architecture Ming. Le temple était considéré comme le lieu le plus sacré de l'Empire. L'empereur de Chine y séjournait à l'occasion de cérémonies solennelles, pour y être à nouveau consacré empereur, pour prier en vue de récoltes abondantes et, le deuxième mois de l'année, pour prendre sur lui les péchés de son peuple. Les processions impériales partaient de la cité interdite et traversaient en silence les rues désertes. Le citoyen ordinaire n'était pas autorisé à jeter le moindre regard sur le spectacle et devait se cacher derrière portes et fenêtres closes. Tout manquement au déroulement des cérémonies répétées avec soin pouvait entraîner le courroux céleste sur l'Empire. Tandis que l'encens brûlait et que les musiciens jouaient, les officiants lisaient leurs prières sur des rouleaux de soie, et un bœuf était égorgé sur l'autel céleste à ciel ouvert, symbole du sacrifice de l'empereur pour le bien-être de son peuple.
Sheng est appelée cité interdite parce qu'il fut interdit d'y pénétrer pendant plus de 500 ans. Ce fut la résidence de 2 dynasties impériales, celle des Ming puis des Qing. Voici la salle de l'harmonie suprême, où les empereurs étaient couronnés. Le dernier empereur couronné ici fut Enki Jorokuyi. Il avait 3 ans. Il mourut en 1967. 1 million de paysans et d'artisans commencèrent sa construction à partir de 1420 sous le règne de l'empereur Longlai. Elle fut détruite plusieurs fois par le feu, accidentellement ou volontairement, et en totalité par les Mandchous en 1664. Reconstruite depuis, elle fut à nouveau en partie détruite par les Japonais, puis par le Kuomintang qui, à l'avènement des communistes en 1949, emporta tous ses trésors actuellement au musée de Taïwan. Reconstruite de nos jours, elle compte sur 720 000 mètres carrés, 800 bâtiments, 9000 pièces en perpétuelle restauration. Quelque chose à partir de là, le bonheur est en train de venir, et le bonheur est en train de venir.
des Lamas est le plus renommé temple bouddhiste tibétain en dehors du Tibet. À l'origine, c'était la résidence officielle du comte de Yingzhen, mais elle devint propriété impériale en 1723. En 1744, il fut converti en lamasserie. Le soir de notre arrivée à Xi'an, un repas d'apparat nous fut offert au restaurant Dynastie Tang. Repas animé par un orchestre jouant sur des reliques exactes d'instruments employés au palais de l'empereur Tang il y a plusieurs siècles. Au dessert, une surprise attendait Honshu. Nos hôtes, fidèles à leur tradition d'hospitalité, lui offrirent pour son anniversaire un souvenir qu'elle n'oubliera sûrement jamais. Appelée jadis Chang'an, Xi'an était la plus importante des 6 anciennes capitales chinoises. Depuis le XIe siècle avant notre ère, 11 dynasties, dont les Zhou de l'Ouest, les Qin, les Han de l'Ouest, les Sui, les Tang et encore d'autres y ont successivement établi leur capitale. Pendant plus de 11 siècles, de nombreux empereurs, plus de 70, y ont régné.
La forêt des stèles est réputée comme un des grands trésors artistiques de la calligraphie chinoise, aussi bien en Chine que dans le monde entier. La Grande Mosquée est la plus importante mosquée de Chine. Les bâtiments actuels datent du XVIIIe siècle, bien que le site fût consacré à la religion islamique depuis plusieurs centaines d'années. Quelques inscriptions persanes et arabes confirment sa construction au 8e siècle. Xi'an, ville de 1 600 000 habitants, compte actuellement 30 000 musulmans. À quelques kilomètres de Xi'an, sur ce sol du plateau de l'Eus, quelques habitations rupestres procurent un logement tapéré et sec dans un pays où il est parfois difficile de trouver un toit. Les familles peuvent avec ses propres outils creuser à leur moment perdu et en quelques mois une habitation spacieuse. C'est là que nous retrouverons le tombeau des rois Han puis des Tang. En particulier sur la colline de Liangshan, lieu de repos de l'empereur Tang Kaozeng, mort en 683, et de sa féroce concubine l'impératrice Wu, qui régna après sa mort par assassinat et exil. Elle se maintint au pouvoir pendant 45 ans. Elle fut l'unique souveraine de l'ancienne Chine. Des sculptures massives bordent l'allée menant au tombeau. Lions, chevaux ailés et généraux et officiels. Un groupe de 60 statues représente des envoyés étrangers qui assistèrent aux funérailles de Kaozang. Les paysans les ont décapités quelques siècles après, pensant que ces statues renfermaient des esprits dévoreurs de récoltes. Dans une colline artificielle, repose l'empereur Qin Shi Huangdi, 221 avant Jésus-Christ. Impitoyable, vicieux, arrogant, il est pourtant celui qui parvint à unifier la Chine. C'est là qu'on a découvert le principal corps d'armée de l'empereur, grandeur nature, figé comme dans la bataille. Cette armée voulait sans doute symboliser la conquête impériale du premier grand empire chinois. Armée de terre ensevelie pour garder la tombe de l'empereur, les 7500 soldats d'argile grandeur nature furent enterrés il y a 22 siècles, en formation de bataille, avec de vrais chars de guerre et des armes de bois et de bronze. Chaque tête était modelée individuellement, peut-être pour représenter les différentes ethnies regroupées au sein de la nation par l'empereur Qin Huangdi.
Nous entrons maintenant dans la province du Sichuan, miroir du caractère immuable du labeur paysan, dont la devise pourrait être « Je laboure mon champ et je mange, je creuse mon puits et je bois, car roi ou empereur, ça ne change rien pour moi. » Le Sichuan. Cette province du Sichuan a été appelée aussi Royaume des dieux. Le système d'irrigation qui a fertilisé ce bassin a été construit il y a plus de 2000 ans et permet 2 récoltes de riz par an. Chongqing se trouve au sud de la province du Sichuan. Capitale des nationalistes durant la Seconde Guerre, ce bastion occidental, entouré de brouillard que les Japonais n'ont jamais réussi à occuper, compte aujourd'hui 2 500 000 habitants. C'est de ce port que commencera notre croisière sur le Yangtze-Kiang. Le Yangtze assume à lui seul près des 2/3 du transport fluvial en Chine. Il y a encore peu de temps, les bateaux étaient tirés par des équipes de haleurs, arc-boutés à des câbles de remorquage en bambou qui pouvaient parfois avoir 500 mètres de long. Stimulés par un tambour ou un gong, parfois par le fouet ou le bâton, les haleurs tiraient tandis que les matelots priaient les dieux du vent et faisaient exploser des pétards pour effrayer les démons des rapides. Après notre programme de ces 3 jours, 3 choses à vous dire. Premièrement, le bateau. Le bateau s'appelle l'Étoile du Yangtze. Il a nage de 4 ans d'équipage. Sur le bateau, grand hall, vous trouvez quelques pandas géants. C'est le premier étage. Là, de côté, on peut trouver un magasin. Si vous voulez acheter plus confortable, quelques boutons, vous avez... Le Yangtze est le plus long fleuve de Chine avec 6300 km. Il est le 3e du monde. Le voyage entre Chongqing et Wishan dure 3 jours. Il ne faut pas s'attendre à être enthousiasmé outre mesure, et ce voyage paraîtrait souvent fort ennuyeux. Peut-être à cause de la part de rêve que seul le nom de Yangtze avait éveillé en nous.
Fengdu, près de la montagne Pingdushan, est connue pour être la capitale des démons. L'histoire raconte que sous la dynastie des Han, deux ermites, Yin Shang-Heng et Wang Fanping, vivaient dans ces montagnes et que la malencontreuse juxtaposition de leurs noms refaisait le nom du roi de l'enfer, Yin Wang. Et de ce fait, depuis lors, de nombreux temples ont été construits à la mémoire et à la gloire de ce roi des enfers. C'est récent. À partir d'ici, le fleuve change d'aspect et de caractère sous l'effet d'un ancien massif rocheux, le Wushan, et mont de la Sorcière. Les gorges succèdent aux gorges. La gorge du chat jaune, la gorge de l'éclat de la lanterne, la gorge du livre et de l'épée du soldat, la gorge du foie de bœuf ou du poumon de cheval. Toutes tirent leur nom d'événements légendaires qui s'y seraient déroulés, d'autres de leur aspect physique. Mais elles sont si souvent noyées dans la brume que l'on dit que les chiens aboient de frayeur quand ils aperçoivent un rayon de soleil. Le repas offert par le commandant du bord nous replongera très vite dans la douce ambiance des croisières fluviales.
Et alors, 3 points. C'est pas français, c'est un mot allemand. Hein? Pas le droit, hein. Tu vois à quoi? C'est un mot allemand. Non, je regrette. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici en croisière et qu'en bons touristes, nous nous devons de participer aux animations folkloriques prévues en notre intention. Et c'est ainsi qu'avec beaucoup de sérieux et de prudence que nous participerons à des régates très colorées. Sur la rivière Daning, nous embarquerons pour un spectaculaire rafting à la chinoise, aux trois vers des trois gorges mineures de Longmexia, Banwixia et Nisuxia, offrant tour à tour des passages pour le moins scabreux, alternés avec des paysages idylliques. Scabreux, alternés avec des paysages idylliques.
Nous quitterons le Yangtze à une centaine de kilomètres de Wuhan, que nous atteindrons après un vol ô combien angoissant sur un île de Chine datant probablement de la Seconde Guerre mondiale. En Chine, d'après les dépliants touristiques, les trains sont à l'heure et font des arrêts de très courte durée. Les voyageurs étrangers et les Chinois haut placés prennent leur petit déjeuner de style occidental dans des wagons-restaurants où ils disposent de nappes blanches, de couverts étincelants et des services intentionnés. Ils retournent ensuite sur leurs couchettes molles, confortables et peut-être un peu démodées. Enfin, on peut toujours rêver. Attention, Claude. Dans la province de Guangxi, Guilin est renommée depuis toujours pour ses paysages grandioses. Depuis sa fondation, elle est une pièce maîtresse dans la littérature, la poésie et la peinture chinoise. Pour les étrangers, c'est le plus beau paysage de Chine. Pour les Chinois, c'est le plus beau paysage du monde. Bien entendu, le monde, c'est la Chine. Mais pour bien apprécier ces nombreuses formations karstiques, il faut s'éloigner de cette métropole moderne de 300 000 habitants, grâce à une courte croisière sur la rivière Li, jusqu'à Yangshu, au milieu de ces pics, jaillissant de l'eau tels des 1000 pétales de lotus, en essayant d'oublier bien entendu, une fois encore, l'accompagnement touristique.
voici au, nous voici au terme ou presque de notre périple en Chine, aux confins des trois provinces du Yunnan, du Guizhou et du Guangxi, à 400 km au nord de Canton, dans la patrie de la minorité Dong, la mer des chansons, mer où de très rares touristes abordent. Nous y serons accueillis avec une gentillesse exquise qui nous touchera peut-être plus que le paysage qui nous entoure.
咱过了就可以双鱼是吗？嗨，这里是双鱼。啊，是。Igloo, igloo, 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 igloo.